Reed Brody, bonjour. Bonjour. Il vous a fallu 25 ans pour faire traduire Hissène Habré devant un tribunal international. Quel a été pour vous l'obstacle le plus difficile à franchir? C'était la volonté politique. Vous savez qu'on a déposé les premières plaintes en janvier 2000. Hissène Habré a été inculpé par le doyen des juges d'instruction au Sénégal en 2000, mais suite aux ingérences politiques au Sénégal, les plaintes ont été abandonnées. Il a fallu qu'on aille en Belgique. La Belgique a enquêté pendant 4 ans. La Belgique a demandé l'extradition d'Hissène Habré. Le Sénégal a refusé, s'est tourné vers l'Union africaine. L'Union africaine a renvoyé la balle au Sénégal. Le Sénégal a accepté de le juger, mais a fait sur place pendant des années en négociant un budget pharaonique. Finalement, la Belgique a porté plainte contre le Sénégal devant la Cour internationale de justice. Et ce n'était d'ailleurs avec la décision de la Cour internationale de justice, mais surtout l'élection de Macky Sall et la venue d'Aminata Touré comme ministre de la Justice que le Sénégal et l'Union africaine ont créé un tribunal spécial pour faire ce jugement. Et donc tout ça, c'était grâce à une ténacité, une obstination des victimes qui ont dû remobiliser les opinions jusqu'à ce que le Sénégal accepte de le juger. La ténacité, on va les citer parce que c'est important, des survivants de la terreur d'Hissène Habré, on peut les nommer. Voilà, il y a Suleiman Gengeng, un fonctionnaire mis en prison qui a vu des dizaines de ses co-détenus mourir et qui a, de fond de sa cellule, de fond de cette folie, qui a juré devant Dieu que s'il sortait vivant, il allait lutter pour la justice. Il a commencé la lutte, il a été menacé, il a dû abandonner le pays. Ensuite, c'est Clément Abaïfouta, le fossoyeur, qui a enterré des centaines de ses co-détenus, qui a pris l'association et continué. Jacqueline Moudaina, l'avocate des victimes, qui a survécu de justesse à un attentat lancé par un des sbires d'Hissène Habré et qui a dû plaider l'affaire devant les tribunaux avec les fragments de grenades dans sa jambe. Ce sont des vrais héros. Les victimes du viol qui ont brisé le silence pour venir témoigner à Dakar. Kaltouma Defala, Jeannette Ngarbay, Khadija Hassan qui a témoigné devant la cour qu'Hissène Habré l'a violée personnellement. Ce sont les vrais héros et ce sont des personnes très connues en Afrique. Je pense qu'à travers vos ondes de RFI, les auditeurs africains ont suivi cette feuilleton politico-judiciaire. Ils voulaient que les victimes aient justice. Je pense que c'est pour ça qu'on a pu créer cette dynamique qui a finalement obligé les pays à donner une occasion pour que les victimes puissent avoir un procès. Oui, mais derrière la mauvaise volonté manifeste d'Abdoulaye Wade, est-ce qu'il n'y avait pas le scepticisme de tous les dirigeants politiques africains, peut-être même le blocage des parrains français et américains? D'ailleurs, Abdoulaye Wade lui-même nous a dit une fois, il m'a dit, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle le syndicat des chefs d'État. Il n'accepterait pas que je juge un des leurs. Nous avons arpenté les couloirs de l'Union africaine, au moins 6, 7, 8 sommets, et on mesurait la difficulté pour ces dirigeants d'accepter qu'un des leurs soit jugé. Mais finalement, je pense que c'est l'Union africaine qui a compris aussi qu'ils ne pouvaient pas s'opposer à ce que la Haye demande de juger les Africains si l'Afrique n'était pas capable elle-même de faire justice en Afrique. Est-ce que Paris, Washington ont bloqué ou ont essayé de bloquer? Que je sache, non. C'est vrai que Hissène Habré a été porté au pouvoir par les États-Unis. Il a été soutenu de bout en bout par les États-Unis et presque jusqu'au bout par la France. Les États-Unis, ils ne sont pas complexés. Que ce soit au Guatemala, en Argentine, les États-Unis acceptent de faire juger et de soutenir les jugements des gens qu'ils ont soutenus. Et Barack Obama a même fait le déplacement à Dakar et a ouvertement soutenu le procès et félicité Macky Sall. La France, c'est vrai, a beaucoup plus hésité, mais c'était Nicolas Sarkozy et Ramayad qui ont changé la donne avec la France. Et finalement, les deux pays, je dois le dire, même s'ils ont soutenu Hissène Habré, même si, à mon avis, ils ont tous les deux un lourd passé historique, même si Human Rights Watch, à l'époque, a publié 2 rapports qui détaillent le soutien de la France et des États-Unis à Hissène Habré, ils ont quand même fini par accepter le projet d'un procès.
À l'ouverture du procès en juillet 2015 à Dakar, Hissène Habré et ses partisans vous ont traité de juifs américains au service du lobby anti-musulman. Est-ce que, parce que vous étiez partout les années qui ont précédé, en tant que chef d'équipe, on vous voyait dans tous les sommets, dans toutes les réunions internationales, est-ce que de fait il ne s'est pas établi une hiérarchie post-coloniale dans l'équipe qui a traqué le dictateur Hissène Habré? Comme on peut voir dans le livre, le Comité international pour le jugement d'Hissène Habré était dirigé par Jacqueline Moudaina. Moi, j'étais un soutien important, mais je pense qu'en premier lieu, c'était les Tchadiens. Et comme vous dites, ça ne sert à rien que ce soit un soi-disant chasseur de dictateurs. C'est comme ça qu'on vous appelait, en effet. On m'appelait le chasseur de dictateurs. Et en fait, ce n'est pas grâce à moi qu'on a pu mobiliser les soutiens. D'ailleurs, il faut dire, moi, en même temps, j'ai écrit 4 rapports sur le traitement des prisonniers par les États-Unis dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. J'ai écrit un livre, Faut-il juger George Bush? Donc, qu'on me dise d'aller à Guantanamo, moi, je suis allé à Guantanamo. J'essaie aussi de faire juger les crimes commis par les pays occidentaux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a fallu un moment dans notre travail d'équipe pour que cet équilibre soit établi et que les têtes visibles de cette affaire soient clairement les victimes, les militants tchadiens et aussi sénégalais comme Alioune Tine. Vous qui êtes avocat américain, coutumier du droit anglo-saxon, que pensez-vous du droit sénégalais, hérité du droit français? Est-ce qu'il est plus efficace ou moins efficace pour porter la parole des victimes? Pour moi, c'est clair que le droit français, le droit sénégalais est beaucoup plus apte parce que les victimes étaient partie civile dans ce procès. Les victimes, enfin, nous, on a passé quand même 15 ans à préparer un dossier. Et ce dossier était plaidé par Jacqueline Moudaina. Les victimes n'étaient pas des simples victimes d'ailleurs, ils étaient des protagonistes. Quand Suleiman Gengeng a témoigné devant le tribunal à Dakar, il n'a pas commencé avec sa torture, il a commencé par décrire la lutte, par décrire ses expériences. Et il concluait que c'est grâce à cette lutte que nous sommes devant vous. Les femmes qui ont accepté de briser le silence, de venir témoigner à Dakar, elles l'ont fait parce qu'elles se sentaient partie de notre équipe. Ce sont des personnes qui avaient confiance en Jacqueline Moudaina, qui avaient confiance en moi, qui nous côtoyaient depuis 15 ans. Donc, je pense que c'était un procès qui n'aura pas évalué de la même manière si les victimes étaient des simples témoins extérieurs qui attendaient qu'un procureur porte leur parole. En juillet 2015, à l'ouverture du procès, vous racontez dans votre livre La traque d'un dictateur que vous avez croisé le regard d'Hissène Habré. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment, peut-être de quelques secondes? C'était très vite. Il sait qui je suis. Je sais qu'il le sait parce qu'il a dit à des personnes, il a dit d'ailleurs que j'étais payé par Kadhafi, que je faisais des mensonges. Il a écrit au tribunal que j'étais un mensonger, etc. Mais il a très vite dévié son regard. Donc c'était peut-être moins d'une seconde qu'on s'est croisés de vue. Et qu'est-ce que vous avez vu pendant cette seconde dans son regard? J'ai vu un mépris. C'est comme même si l'odeur du tribunal le répulsait. N'a-t-il pas demandé formellement pardon à toutes les victimes? Non, d'ailleurs, il n'a pas parlé. Pendant tout le procès, il a même osé croiser les regards des victimes qui étaient à quelques mètres de lui. Je pense que tout le monde aurait voulu qu'il parle, pas seulement pour demander pardon aux victimes, mais pour donner sa part, la vérité, que tout soit dit. Qui est-ce qui a soutenu Hissène Habré? Quel était le rôle d'Idriss Déby? Quel était le rôle de la France? Quel était le rôle des États-Unis dans tout cela? Alors on sait qu'en mai 2017, à Dakar, Hissène Habré a été condamné à la prison à vie, c'était en appel, mais les victimes n'ont pas été indemnisées à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les victimes continuent à se battre, ils sont dans la rue toutes les semaines, mais en fait, il a fallu presque le mort d'Hissène Habré l'année passée pour qu'il y ait un regain d'intérêt sur le sort des victimes, que l'Union africaine dépêche finalement une mission au Tchad pour établir un fonds pour les victimes. Et tout récemment, le gouvernement tchadien a annoncé le versement d'une contribution de 15 millions d'euros pour les victimes. Donc maintenant, il faudrait que ces 15 millions arrivent effectivement chez les victimes.
Le 20 octobre dernier, une grande manifestation de l'opposition tchadienne a été très violemment réprimée par les forces de l'ordre à N'Djamena et dans plusieurs grandes villes du sud du Tchad. Selon les sources, et en attendant la commission d'enquête internationale, le bilan des victimes varie de 50 à 150 morts. Alors vous, qui vous êtes toujours battu pour les droits de l'homme et la démocratie, quelle est votre réaction ? Je suis effrayé de voir ça. Évidemment, je ne suis pas en contact journalier comme je l'étais avant, mais je parle avec les victimes, je parle avec les militants. Le gouvernement tchadien a promis qu'il y aurait une enquête internationale, mais je ne vois pas la trace. Je ne vois rien qui promet que telle commission soit mise sur pied. Donc, je déplore formellement et farouchement. On ne peut pas tirer sur les manifestants. Je pense que si le procès Hissène Habré doit servir à quelque chose, c'est de montrer les limites que les dirigeants ne peuvent pas passer. Reed Brody, merci.